Pour tout le monde, notre cours aujourd'hui se portera sur la déglutition. La déglutition est un phénomène très délicat, mais très important et très intéressant à connaître. Ce phénomène est soumis au contrôle du centre bulbaire. Ce centre, il coordonne les efférences motrices, activités motrices de déglutition. Il est en relation avec le cortex cérébral et il assure sa fonction en liaison et en coordination avec le centre respiratoire. Parce que comme on le sait tous, il y a le pharynx qui est un carrefour aérodigestif et donc les aliments et l'air vont passer dans le pharynx et pour éviter une éventuelle fausse route ou un problème respiratoire par passage des aliments dans le larynx, il faut qu'il y ait une réelle coordination entre le centre respiratoire et le centre de déglutition. Il y a au début une partie d'anatomie, on va pas trop s'arrêter là-dessus parce que ce n'est pas vraiment important et ça fait pas partie des questions posées lors de l'examen. Ce qu'il faut savoir, c'est que la musculature œsophagienne est constituée par deux couches, une couche longitudinale externe et une couche circulaire interne. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que il y a un sphincter œsophagien supérieur qu'on appellera le SSO et un autre sphincter œsophagien inférieur qu'on appellera le SIO. On va commencer par la partie innervation. On va parler innervation extrinsèque. Cette manière d'innervation qui est extrinsèque est la seule à laquelle sont soumis les muscles striés. Tous les muscles striés de la cavité buccale, du pharynx, de l'épiglotte et du larynx sont soumis à l'innervation extrinsèque. Les afférences sensitives de ces muscles empruntent les nerfs le 5, le 9, le 10. Ce sont tous des nerfs crâniens, bien sûr. Ces afférences sensitives vont se projeter dans le faisceau solitaire. Ils vont aller vers le centre bulbaire de déglutition, le centre cortical. Il va travailler en coordination avec ce centre bulbaire pour donner des efférences motrices qui vont innerver les muscles striés et ce à travers les noyaux moteurs des nerfs crâniens 5, 7, 9, 10 et 12. Et pour le nerf 10, on parle du noyau ambigu du vague. Et en ce qui concerne les muscles lisses, on va dire que les fibres sensitives afférentes vont emprunter le nerf vague et vont passer des terminaisons sensitives au ganglion plexiforme du 10. Et pour les efférences, on aura deux types d'efférences. Les efférences parasympathiques, ces motoneurones prennent naissance du noyau dorsal du 10. Il y a aussi les motoneurones sympathiques qui vont prendre comme origine la moelle cervicale et la moelle thoracique. Ils vont faire des relais avec les ganglions cervicaux, thoraciques et cœliaques. Mis à part cette innervation extrinsèque, l'œsophage est aussi soumis à une innervation intrinsèque, qui est répartie en deux plexus, le plexus mésentérique et le plexus sous-muqueux. Ces neurones sont en relation avec le système nerveux extrinsèque, bien sûr, avec les cellules musculaires lisses aussi, et ils forment un réseau dense qui est à l'origine des réflexes locaux de l'œsophage. Les neuromédiateurs du système nerveux intrinsèque sont d'un côté l'acétylcholine et la substance P, qui sont des stimulateurs de la contraction musculaire, et de l'autre côté le monoxyde d'azote, le NO, et le VIP, qui sont des inhibiteurs de la contraction musculaire. Et ils s'agissent tous sur les muscles lisses. Et pour finir avec tout ce qui est innervation, parlons du centre intégrateur qui est un centre bulbaire situé au niveau du plancher du quatrième ventricule, dont les neurones sont répartis en deux amas, un amas dorsal proche du faisceau solitaire et un amas ventral proche du noyau ambigu. Le centre de déglutition est en relation avec
les centres de vomissement, comme on l'a dit, le centre de respiration, mais aussi du centre de la salivation. De plus, il est connecté au cortex frontal, ce qui explique que la déglutition peut être parfois soumise à la volonté humaine, et un trouble de tout ce système coordonné est plus général, le plus souvent à l'origine de troubles de déglutition du type fausse route. Donc maintenant, et après avoir terminé avec l'anatomie musculaire et nerveuse en ce qui concerne la déglutition, passons maintenant au fond des choses et parlons de l'activité musculaire. Au début, on va parler de l'activité musculaire pendant la phase du repos, loin de la période digestive, de la vraie déglutition. Donc, au moment de repos, on est en train de respirer. Et c'est le pharynx qui va déterminer le passage de l'air vers le larynx. Et ce, en se fermant. C'est le SSO, le sphincter supérieur de l'œsophage, qui va se fermer, se contracter à travers une contraction tonique de la musculature striée pour écraser la lumière du sphincter supérieur œsophagien sur la trachée et son cartilage cricoïde. Descendons maintenant un peu vers le corps de l'œsophage, où nous allons découvrir que la musculature du corps de l'œsophage ne présente aucune contraction rythmique ou tonique lors de la phase du repos, ce qui ne ressemble pas aux musculatures des différents segments du tube digestif, aux autres segments. La pression intraluminale est négative et elle varie selon la respiration. Descendons encore vers le SIO, le sphincter inférieur de l'œsophage, et qui sera également fermé comme le SSO. Cette contraction tonique est due bien sûr à la contraction tonique des muscles lisses, puisqu'il n'y a pas de muscles striés à la partie inférieure de l'œsophage. Et cette contraction du SIO permettra d'éviter la remontée du liquide gastrique à l'œsophage. On a terminé maintenant avec la phase du repos et passons à la phase de déglutition. La déglutition est composée de 3 étapes. Une étape buccale, une étape pharyngienne et une étape œsophagienne. Bon, l'initiation commence avec l'étape buccale et elle commence avec une contraction de la langue. La contraction de la langue, elle va propulser les éléments vers le pharynx. La partie antérieure de la langue, elle va passer de devant la partie postérieure des dents vers le haut du palais. Elle va s'incliner lors de la contraction de la langue et elle va tirer avec elle les aliments pour les propulser en plongeant vers le pharynx. Cette étape peut être soit volontaire, soit automatique, et c'est la seule étape qui peut être soumise à la volonté. Les 2 autres étapes sont totalement automatiques et elles sont soumises au contrôle du centre bulbaire. Donc, à la phase pharyngienne, il y aura une contraction des muscles pharyngiens. Cette contraction va provoquer une élévation du voile du palais et ainsi ça va protéger le nasopharynx du passage des aliments vers lui. Et ainsi les aliments ne vont pas remonter vers le nez, mais ils vont plutôt descendre dans le pharynx. Et là, on aura un autre risque beaucoup plus grand qui est celui de tomber dans le larynx. Bon, ce dernier va se déplacer en haut et en avant. Il va se fermer par appui sur l'épiglotte. L'épiglotte va descendre, le larynx va monter en haut et en avant. Ils vont se rencontrer et fermer la porte à l'air, ou plutôt la porte vers la trachée. Et enfin, on a le pharynx qui va s'élever pour rapprocher le SSO de la base de la langue, et ainsi pour faciliter le passage des aliments du pharynx vers l'œsophage. Et pour que la déglutition puisse réussir sans entraver la respiration ou nuire au passage aérien et à la respiration normale, il faut que ça se passe très très vite. Et c'est pour cela que l'onde de contraction péristaltique traverse le pharynx à une très grande vitesse
qui est de 15 cm par seconde. Et donc, le temps de la présence du bol alimentaire dans le pharynx, elle ne va pas dépasser une seconde. Mais bon, si vous mangez des spaghettis, vous êtes obligé à expérimenter un peu l'apnée. Et maintenant, on passe à la troisième étape, qui est l'étape œsophagienne. Et on va commencer avec le SSO qui va se relâcher pendant 0,5 à 1 seconde pour laisser le passage au bol alimentaire. Et puis, il va se refermer avec une contraction renforcée. Bon, cette contraction, elle servira à propulser le bol alimentaire pour qu'il descende le long de l'œsophage. Il y aura aussi une onde de contraction péristaltique sur toute la musculature œsophagienne, de vitesse variant entre 2,5 et 5 cm par seconde, et de durée ne dépassant pas les 4 secondes. Enfin, on va arriver au sphincter œsophagien inférieur, qui va se relâcher pendant 2 ou 3 secondes avant même le début de la déglutition. Donc, il va être le premier à se relâcher. La durée de cette relaxation, elle variera entre 5 et 10 secondes selon le temps de l'arrivée des aliments. Et en fin de compte, les aliments vont passer vers le fundus gastrique. Ce fundus va se relâcher et ainsi il va augmenter de volume sans augmenter la pression, ce qui permettra une bonne installation des aliments au niveau de l'estomac. Bon, cette succession de phénomènes moteurs stéréotypés qui permettent la déglutition est commandée bien sûr par le programmateur bulbaire. Et passons maintenant à la partie la plus compliquée et la plus amusante aussi, qui est le contrôle de la déglutition. Ce contrôle se fait par le centre bulbaire sur le pharynx et sur les différentes parties de l'œsophage. Donc pour le pharynx, le tonus du repos est déterminé par une activité de neurones somatiques. Mais la contraction qui est à l'origine de déglutition est automatique. Elle évolue selon une séquence fixe d'activation de neurones somatiques et elle est déterminée par le centre bulbaire. Et pour le SSO, la fermeture pendant la phase du repos est induite par la contraction tonique des muscles striés. Cette contraction est secondaire à une activité de neurones somatiques qui libèrent l'acétylcholine pour provoquer cette contraction. Il existe en plus de ça des forces passives qui sont dues à la compression de la lumière œsophagienne, les propriétés élastiques des tissus et d'autres choses. Et donc, pour permettre la relaxation du SSO lors de la phase de déglutition, il faut inhiber l'action de l'acétylcholine. Il faut arrêter l'acétylcholine. Cette inhibition est centrale. Elle se fera sur ces neurones somatiques. On va arrêter la libération de l'acétylcholine. On aura un relâchement du sphincter supérieur de l'œsophage. Ce relâchement est aussi complété par d'autres phénomènes passifs, comme il est pour la phase du repos. Ces phénomènes passifs sont des modifications anatomiques et par la pression imprimée au bol alimentaire, et par d'autres modifications anatomiques sur tout ce qui est pression. Bon, passons maintenant au contrôle nerveux de la motricité du corps de l'œsophage. En ce qui concerne le contrôle nerveux de la motricité du corps de l'œsophage, il faut dire qu'il y a deux types de contrôle de la motricité. Le premier s'applique sur la musculature striée. D'ailleurs, le péristaltisme de cette dernière est lié à l'activation séquentielle de neurones somatiques. La programmation de ces neurones est centrale et elle est transmise par les nerfs vagues. C'est pour cela qu'une vagotomie bilatérale va causer un arrêt du péristaltisme. De plus, l'activité de la musculature striée est aussi soumise aux afférences sensitives œsophagiennes, parce que la distension du corps de l'œsophage initie une onde péristaltique. Cette dilatation, cette distension, elle est due à l'arrivée du bol alimentaire. Le bol alimentaire, il va descendre suite à la contraction du pharynx,
il va essayer de distendre l'œsophage, d'appliquer une certaine force sur l'œsophage. Et donc l'œsophage, à partir de ses afférences sensitives, il va annoncer au cerveau, j'ai un peu d'aliments, quelqu'un frappe à la porte, et donc il faut s'ouvrir. Bon, le deuxième type du contrôle nerveux de la motricité du corps de l'œsophage s'applique sur les fibres musculaires lisses, œsophagiennes, qui ne possèdent pas d'activité myogène spontanée comme on l'a déjà dit. L'onde péristaltique est donc déclenchée par le centre bulbaire. Mais mis à part ce contrôle bulbaire, il ne faut pas oublier qu'il y a une innervation intrinsèque dans la musculature lisse de l'œsophage. Cette innervation intrinsèque peut créer une onde péristaltique, même si l'œsophage est déconnecté du centre bulbaire. Et donc, on va avoir recours à cette programmation de l'onde péristaltique à travers le système nerveux intrinsèque dans le cas où il y a une défaillance bulbaire centrale. Essayons maintenant de comprendre ensemble les phénomènes électrophysiologiques qui sont à l'origine de l'onde péristaltique. Comme on le sait tous, ce sont les centres nerveux qui programment l'onde de péristaltisme, et donc on va stimuler le nerf vague. En stimulant le nerf vague, on va trouver que la réponse à cette stimulation est différente entre la couche circulaire interne et la couche longitudinale externe. Pour la couche musculaire interne, la stimulation vagale va induire une hyperpolarisation. Il y aura un temps de latence, un petit temps de latence avec une production du monoxyde d'azote. Ce temps de latence, ce moment d'hyperpolarisation sera suivi d'une contraction musculaire due à une bouffée de PA. Ce sera une très bonne contraction musculaire, une bouffée de PA, et hop, ça va se fermer. Et pour la couche longitudinale externe, il y aura une contraction musculaire suite à la stimulation du nerf 10. Les neurones responsables de la contraction vont produire de l'acétylcholine. Cette acétylcholine ira vers les récepteurs muscariniques des cellules musculaires. Ils vont aussi libérer la substance P, et ainsi on aura une contraction de la couche longitudinale qui va provoquer un raccourcissement de l'œsophage. Essayons maintenant ce qui se passe réellement lors de la déglutition en coordonnant ces relaxations et contractions. Donc, vous êtes en train de manger du chips, vous êtes installé sur un fauteuil, en train de regarder un match de football, de regarder une cérémonie, de regarder l'opéra, et vous entrez votre main dans le paquet, vous prenez le chips, vous le mettez dans votre bouche, vous faites la mastication, et après il y a la contraction de la langue, et après la contraction pharyngienne, et ça passe par le SSO, et ça vient à l'œsophage. À l'œsophage, qu'est-ce qui va se passer? On a maintenant du chips en plein corps de l'œsophage, en plein lumière du corps de l'œsophage bien sûr. Ce qui va se passer, c'est que il y aura une stimulation vagale. Qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner une contraction soutenue de la musculature longitudinale externe. Cette contraction soutenue, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va raccourcir l'œsophage et ainsi elle va rétrécir la distance que devra parcourir l'aliment pour passer le chips. Donc il avait à faire 2 cm. Lors de ce raccourcissement, il ne devra faire qu'un seul centimètre en descendant. Et donc il va descendre un peu. Et lorsqu'il va descendre, on aura de la contraction de la musculature circulaire interne qui ne se fait qu'après un moment de la stimulation. Donc, le chips, il va descendre un peu. Et la longitudinale externe, elle va faciliter cette descente en raccourcissant l'œsophage. Et dès qu'il descend, on va avoir la contraction avec des bouffées de PA de la musculature circulaire interne. Et donc, ça va faire... on va faire une grande pression sur le chips et il va descendre avec une bonne force pour passer. Et ainsi de suite, il y a toujours la musculaire interne qui va faire propulser le chips pour descendre et la longitudinale externe qui va essayer de raccourcir le chemin pour lui pour qu'il passe vers le SIO.
Et puisqu'on a atteint les SEO, parlons maintenant un peu du contrôle nerveux qui s'applique sur lui. La contraction tonique du SEO, qui va nous permettre d'éviter le reflux des aliments vers l'œsophage, est d'origine myogène. Ce sont les muscles qui font leur travail. Mais la relaxation du SEO est totalement une relaxation d'origine neurogénique. Il y aura une stimulation vagale qui va induire une libération d'acétylcholine. Cette acétylcholine va agir sur les récepteurs nicotiniques et muscariniques des neurones des plexus antériques. On aura ainsi, à partir de ces neurones, une libération du monoxyde d'azote, le NO, et du VIP. Ces deux neuromédiateurs vont agir en coordination et en synergie pour permettre une relaxation musculaire. Et on aura ainsi le relâchement du SEO. On pourra à la fin du cours prendre quelques notes cliniques. On va parler un peu de l'étanchéité de la jonction œsogastrique qui n'est pas non seulement soumise uniquement au tonus du SEO, mais qui est aussi soumise à la différence de pression entre le thorax et l'abdomen. Parce que la pression thoracique est plus grande et plus élevée que la pression abdominale. Et donc on aura l'angle de His qui est entre le cardia et l'œsophage qui sera toujours fermé. Bon, il y a d'autres notes cliniques qui comportent le reflux gastro-œsophagien, la chalasie et les explorations fonctionnelles. Ça fait partie plutôt de la sémiologie, on ne va pas s'arrêter trop là-dessus.